Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Nous recevrons Salma El Ayadi, la référente Île-de-France des jeunes du mouvement En Marche. Nous verrons avec elle pourquoi les jeunes se mobilisent derrière Emmanuel Macron. Hier a eu lieu l'inauguration de l'extension du centre de recherche INRIA Saclay situé à Palaiseau. Cette inauguration intervient au moment où la Cour des comptes épingle une mauvaise gestion. La réponse du président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay avec Michel Bournat. Nous recevons donc Salma Ayadi, référente Île-de-France de la section des jeunes, avec Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. Selon les sondages, votre champion accéderait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi j'ai une question, pourquoi vous l'avez rejoint ? Alors, pourquoi j'ai rejoint Emmanuel Macron? Tout simplement parce que pour la première fois, on a eu un candidat qui ne ciblait pas des personnes, c'est-à-dire qui ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des personnes qui viennent d'un milieu précis ou qui ont une origine sociale précise. Il voulait juste tout simplement que les personnes qui ont envie de faire avancer la société puissent le rejoindre. Et aujourd'hui, c'est un peu la volonté de plusieurs jeunes, c'est qu'on en a marre de voir qu'il y a un certain immobilisme en matière politique. On a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, que ce soit beaucoup plus dynamique. Et aujourd'hui, c'est ce que Emmanuel Macron représente. Et on voit aussi que beaucoup de personnalités, de gauche comme de droite, se rallient à lui, comme Aurore Berger, élu Les Républicains de Manille-et-Hameau, et responsable aussi de la campagne d'Alain Juppé. Je vous propose de l'écouter. Elle était hier dans notre journal. Ça fait 14 ans que je suis engagée, je me suis engagée à droite et disons que le parti au sein duquel je me suis engagée, à savoir d'abord l'UMP puis les Républicains, a beaucoup évolué. Donc en politique, vous avez plusieurs choix. Soit vous suivez aveuglément la ligne du parti, quelle qu'elle soit, quelles que soient les circonstances, soit vous allez là où sont vos convictions. Ça peut vous amener à soutenir des gens qui sont différents, mais parce qu'eux incarnent les valeurs qui sont les vôtres. Moi, c'est le choix que je fais. Alors, on le sait, il n'y a pas encore véritablement de programme. En tout cas, il n'a pas divulgué. Un projet. C'est un projet. Il y a il y a des indices au fur et à mesure. Mais pour les jeunes, concrètement, qu'est-ce qui vous a attiré ? La mesure que je trouve vraiment essentielle concernant les jeunes et pour commencer la vie en société et pouvoir justement davantage s'intégrer et avoir l'espoir d'intégrer un jour le marché du travail, c'est le pass culture. Avec les 500 € dès que l'on a 18 ans, qu'on puisse accéder, en fait ça met sur un pied d'égalité tout le monde à l'âge de 18 ans. Tout le monde aura l'accès à des livres, tout le monde aura l'accès à la musique, tout le monde aura accès à tous ces éléments culturels que permettra le pass culture. Ça passe aussi par la suite l'émancipation par le travail, la possibilité de se libérer. Donc Emmanuel Macron veut libérer le travail, veut permettre à des personnes et valoriser les personnes qui travaillent d'être davantage, comment dire... Concrètement, ça se matérialise comment ? C'est l'auto-entrepreneuriat, c'est ça ? Non, pas du tout. Le travail, par exemple, en dehors de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, mais beaucoup plus largement, c'est moins d'écart entre le salaire brut et le salaire net, par exemple. Oui. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que quand je travaille et que j'ai une fiche de paie, qu'on me promet un salaire et que sur ma fiche de paie, il y a un écart de 200-300 € sur l'année, c'est énorme. Et Emmanuel Macron veut justement réduire cet écart entre le salaire brut et le salaire net. Par rapport aux retraites aussi, il pense à moduler, ça peut être entre 60 et 67 ans, ça vous pose aucun problème ? Pas du tout, dans la mesure où il y a certaines personnes qui vont avoir un travail qui va être beaucoup plus pénible, donc qui ne pourront pas assurer très longtemps de travailler, et vous avez d'autres personnes qui sont hyper satisfaites, qui ont encore l'énergie pour travailler, qui ont envie de travailler, de servir à quelque chose. Dans le sens où des fois on peut se sentir délaissé à partir du moment où on entre dans la retraite, il y a toujours ce sentiment de « ah mais moi je ne sers plus à grand chose » et du coup justement c'est stimuler, relancer ce dynamisme que nous les Français nous avons et qu'on n'exploite pas forcément. Et en ce qui concerne les heures de travail, elles seront beaucoup plus flexibles, 35 heures ou même pour les jeunes un peu plus et beaucoup moins pour les plus anciens, les seniors, à 30 heures, voire 32 heures. Et pour les jeunes, on pourrait arriver à
35, 37, Mais 38, en réalité, 39. aujourd'hui, vous allez voir n'importe quelle personne On qui fait tous- entre sur le marché du travail, Elle fait cette beaucoup personne-là plus. fait toujours plus que ce qui est dans le contrat et on n'est pas toujours payé pour ces horaires-là. Donc on fera encore plus. Non, pas du tout. On sera juste plus honnête sur la fiche de paie et sur les horaires qui ont été effectivement travaillés. Allez, en une très courte phrase, pourquoi les jeunes devraient rejoindre Emmanuel Macron? En une courte phrase, s'émanciper, être plus libre et surtout être maître de son destin, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans la société. Eh bien, merci, Madame El Ayadi. Merci. Le 14 février 2017 a eu lieu l'inauguration de l'extension du centre de recherche INRIA-Saclay situé à Palaiseau. Sur le plateau Paris-Saclay, 6000 m² ont été créés pour accueillir de nouveaux chercheurs dans l'enceinte. Cette inauguration intervient au moment où la Cour des comptes a épinglé la mauvaise gestion de Paris-Saclay. Écoutez Michel Bournat, président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Aujourd'hui, on est à l'inauguration de ce bâtiment. Pourquoi êtes-vous là et pourquoi est-ce important ? C'est important tout simplement parce qu'un des enjeux de notre territoire est le développement du pôle scientifique, universitaire et recherche, et que l'INRIA fait partie des établissements importants du territoire qui ont contribué à la structuration de la Fondation de coopération scientifique et de l'Université Paris-Saclay, de l'INRIA étant un des membres fondateurs. Donc être présent à cette manifestation, c'est manifester en quelque sorte notre soutien à l'INRIA en particulier, mais au projet dans son ensemble. Paris-Saclay, aujourd'hui, ça représente quoi à l'échelle internationale ? C'est toujours difficile de donner des chiffres à l'international, mais si on prend une référence parmi d'autres qui est le MIT, on est positionné comme étant le 8e cluster à l'échelle mondiale. Voilà. On a eu dernièrement des résultats de la Cour des comptes qui disaient que Paris-Saclay était mal géré. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Plusieurs remarques. La première, c'est qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Le projet Paris-Saclay, c'est un projet d'une ampleur exceptionnelle. C'est certainement une des plus grosses opérations d'aménagement en France qui touche au campus universitaire, scientifique, qui touche à l'aménagement du territoire à travers la création de quartiers nouveaux importants, qui touche au développement des transports à l'échelle francilienne. Donc c'est un contexte déterminant à apprécier. Alors, le rapport de la Cour des comptes, il est ce qu'il est. La Cour est dans son rôle quand elle pointe un certain nombre de faiblesses quant au développement du projet. Moi, ce que je regrette beaucoup dans l'analyse qui a été faite par la Cour des comptes, c'est qu'en fin de compte, on passe sous silence un certain nombre de réussites. Comme Je vais illustrer mon propos. Je fais partie de ceux qui, il y a maintenant 7 ou 8 ans, auraient, passez-moi l'expression, pas parié un copec sur la capacité à faire travailler entre eux des établissements qui ont des identités très fortes, comme Polytechnique, l'Université, le CEA, qui sont tous des États dans l'État, si je voulais résumer la situation, donc de les faire travailler ensemble aussi vite. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Alors, il y a des phénomènes, des petites turbulences ici ou là à certains moments, mais c'est la logique dans tous les grands projets. Oui, c'est ce qui est dit dans le rapport, que Polytechnique était peu réticent. Oui, mais au-delà de ça, aujourd'hui, le diplôme de docteur, il est délivré sous l'appellation Université Paris-Saclay. Même chose pour les masters. L'attractivité de l'Université Paris-Saclay est incontestable. Le nombre d'étudiants qui sollicitent l'université pour participer à des masters a augmenté de mémoire, c'est 28 ou 30% au cours de la dernière rentrée scolaire. Donc il faut voir ces aspects positifs. Donc la Cour des comptes pointe des faiblesses, mais à côté de ça, il y a des enjeux qui sont positifs pour l'Université Paris-Saclay. Et puis, passer sous silence, il y a tous les enjeux d'aménagement du territoire. Il suffit de voir les grues sur le territoire avec la réalisation des projets de construction pour accueillir les établissements d'enseignement, pour accueillir les étudiants, pour accueillir les futurs habitants, pour accueillir les entreprises. Selon vous, ce qui a été fait, ce compte-rendu à cet instant T, n'est pas totalement fiable, voire pas fiable? Alors, je dirais pas fiable, il pointe des faiblesses, mais il y a beaucoup d'éléments positifs qui auraient mérité d'être mis en avant et qui sont à mon avis plus importants que les faiblesses qui ont été soulignées. J'ai une dernière question. Oui. Ce rapport pointe aussi le fait qu'il faudrait mettre une nouvelle personne à la tête de Paris-Saclay, en tout cas pour gérer tout ça. Vous êtes d'accord? Écoutez, par définition, il faut un coordinateur. Moi, j'ai cru comprendre,
en tant qu'élu local, qu'il y en a eu dans le passé. Enfin, il y en a un actuellement qui est le préfet de la région Île-de-France, qui est à ma connaissance chargé de coordonner le projet. Il y a par définition l'établissement public d'aménagement qui est présidé par Valérie Pécresse. Il y a des partenaires aujourd'hui. Alors que le gouvernement souhaite aujourd'hui, à un moment ou un autre, renforcer effectivement la coordination avec un délégué ministériel, puisque c'est de ça dont on parle. Vous êtes pas contre ? Il y en a déjà eu un, il peut y en avoir un demain, ça ne change pas fondamentalement les choses. Ce qui compte, c'est que tous les partenaires, à un moment donné, partagent les enjeux, la vision de l'aménagement dans toutes ses composantes, et c'est comme ça qu'on avance. Alors qu'il y ait un coordinateur en chef parmi les autres coordinateurs, dont acte, mais ce n'est pas forcément l'enjeu déterminant. Moi, je crois que la coopération qui a eu lieu au cours des derniers mois entre tous les acteurs démontre qu'on avance. Donc en gros, l'inauguration aujourd'hui représente le travail de demain, c'est ça qu'il faut voir ? C'est une étape parmi d'autres dans les enjeux de développement du cluster scientifique. Et c'est important que les élus puissent témoigner pour démontrer que les choses avancent. Et c'est un bon exemple ce jour. Eh bien, je vous remercie. Mais je vous en prie. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Bonne soirée à tous.